Heureux de vous retrouver pour cette autre sortie d'International, le tour de l'actualité mondiale sur CamNews 24. Et c'est avec un plaisir en somme renouvelé que j'accueille ici le journaliste consultant spécialiste des questions internationales, Ghislain Kougan. Bienvenue. Au plaisir, Donald. Merci pour l'accueil. Nous allons tout de suite commencer cette édition en nous rendant en République démocratique du Congo, où Étienne Tshisekedi est de retour après plusieurs années d'exil en Belgique pour raisons médicales. L'opposant historique foule le sol de sa terre natale, et ce dans une atmosphère pour le moins sulfureuse en raison de la montée des tensions politiques dans le pays. Alors, juste là, ce retour est-il de nature à faire bouger les lignes? C'est tout le moins l'ambition de l'opposition congolaise aujourd'hui qui veut véritablement bousculer le président Kabila jusque dans ses derniers retranchements. Tout cela a un contexte précis, vous l'avez indiqué, il s'agit de la présidentielle qui, au vu de l'allure des choses en RDC, ne peut pas ou alors ne peut plus se tenir en 2016 comme prévu par la Constitution de la République démocratique du Congo. Et dont l'opposition est en train de vouloir mettre suffisamment de pression sur Joseph Kabila pour qu'il puisse respecter la légalité constitutionnelle. Et donc le retour d'Étienne Tshisekedi, c'est pour accompagner, faire front, participer à la marche de l'opposition du 31 juillet pour notamment mettre suffisamment de pression sur le gouvernement, le pouvoir de Kinshasa pour que celui-ci puisse céder. Alors, s'il faut respecter la Constitution, ça veut dire qu'on aura une élection à la va-vite. Vu les délais, nous sommes quand même en juillet. Justement, puisque le mandat du président Kabila expire en décembre 2016, et vous savez très bien que pour cela, il faut organiser 6 mois auparavant une élection présidentielle. Donc l'élection, normalement, devrait se tenir, je crois, en juillet ou alors en juin. En juillet, donc on peut encore accélérer les choses. Et donc la dernière carte jouée aujourd'hui par Étienne Tshisekedi, qui est quand même un opposant qui a beaucoup plus de verve, d'allant. Il convient de préciser qu'il a combattu sous le règne de Mobutu, Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, le père de l'actuel président. Il a quand même été deuxième à l'élection présidentielle de 2011. Ça veut dire qu'il est quand même, d'ailleurs on a vu la démonstration de popularité quand il est arrivé, il a été accueilli, il est encore populaire à Kinshasa. Kinshasa qui est la capitale, ça veut quand même dire qu'il a de quoi aujourd'hui attirer les foules. Donc l'ambition c'est quoi? C'est de continuer à mettre la pression sur le gouvernement, parce que vous savez qu'il y a un arrêté qui a fait part de ce qu'on ne pouvait pas organiser l'élection présidentielle en 2016 dans l'RDC, et que par conséquent, Joseph Kabila Kabange est à même d'assurer, entre parenthèses, la transition pour que les choses puissent revenir dans l'ordre. Alors, en quoi l'expérience du vieux lion constituera-t-il un précieux viatique pour le mouvement de contestation en RDC? Je pense simplement qu'il s'agit d'une phase nouvelle de crédibilité. Alors, vous savez, on parle de son parcours. C'est vrai qu'il est âgé de 83 ans. Sur le plan de la santé, ce n'est pas cela. Elle est clopinante à santé. D'ailleurs, il a été évacué pour cela il y a cela 2 ans avant son retour. Mais au moins, il a la verve. Il a cette sympathie-là qu'on lui reconnaît et qu'on a témoigné avec son arrivée, notamment l'accueil. Tous les différentes factions de l'opposition sont venus à sa rencontre. Et d'ailleurs, Moïse Katumbi, qui a démissionné du gouvernement, ex-gouverneur de Katanga, a tweeté pour souhaiter bon retour, bienvenue, notamment à Étienne Tshisekedi. Katumbi, lui, qui est à l'étranger, on sait très bien, pour soi-disant problème de santé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, son arrivée à Kinshasa est une bouffée d'oxygène pour l'opposition. On estime ou on pense simplement que, parce qu'il y a un problème un problème que l'on peut qualifier d'éternel en RDC, c'est que l'opposition n'arrive toujours pas à faire front uni. Est-ce que c'est l'occasion aujourd'hui, derrière Étienne Tshisekedi, de faire un front commun à l'effet de mettre encore suffisamment de pression sur le gouvernement de la RDC afin que celui-ci puisse plier et d'organiser la présidentielle dans la légalité constitutionnelle? On aura certainement tout le temps d'en parler, mais cette fois, quels sont les indices qui montrent qu'à 84 ans ou 83 ans, Étienne Tshisekedi est encore capable de briguer un mandat électif? Est-ce qu'il est encore capable de briguer un mandat électif? On peut estimer cela au vu de la popularité. Maintenant, 83 ans, c'est tout de même beaucoup, c'est suffisamment pesant. Suivez mon regard quelque part en Afrique centrale. Donc, c'est beaucoup, mais
La longévité au pouvoir, que dis-je? L'âge n'est pas forcément c'est pas moi, l'élément intéressant ici. D'ailleurs, que Tshisekedi va être difficile pour lui de briguer la magistrature suprême. Je pense qu'il peut travailler à accompagner, il peut être leader d'un mouvement et arriver à un moment donné laisser place. Mais la culture politique en Afrique n'a n'intègre pas ce genre d'arrangement où à un moment donné le vieux entre parenthèses puisse éclipser. C'est la même chose pour Jean-Pierre Bemba. Vous savez que Bemba, même étant à La Haye, a manifesté une volonté de revenir au pays, mais il a été écarté parce qu'il a encore été frappé par la CPI et donc il ne peut pas briguer un nouveau mandat. Donc, c'est pareil pour Tshisekedi. Sur le plan de la santé, il est disqualifié parce que, franchement, ce n'est pas ça. Même s'il revient, on nous fait comprendre qu'il a fait quelques mois de convalescence en Belgique, mais on sait très bien que ce n'est pas cela. Il a 83 ans. Je pense qu'il va être difficile pour lui. Déjà qu'on a aussi une machine en face, la machine Kabila Kabange. Je pense qu'aujourd'hui, l'espoir de la RDC d'une alternance du côté de l'opposition devrait se reposer logiquement sur Moïse Katumbi, qui est encore plus jeune, plus fervent, qui a quand même gagné aussi dans le milieu du football. On sait qu'il est le président du tout-puissant Mazembe. Oui. Nous allons à présent au Soudan du Sud. Le président du Soudan du Sud, donc, Salva Kiir, a annoncé lundi 25 juillet avoir nommé Taban Deng comme vice-président en lieu et place de son grand rival, Riek Machar. Le mouvement de libération du Soudan du Sud a désigné samedi Taban Deng Gai, un ministre issu de ses rangs, au poste de vice-président par intérim du pays. Il assumera ses fonctions jusqu'au retour de Riek Machar. Durant l'absence temporaire du vice-président de la République du Soudan du Sud, Dr Riek Machar, nous avons nommé le général Taban Deng Gai vice-président. Je pense que IO est à 100% pour la paix. Tous les généraux du SPLM dans l'opposition, les citoyens, la population, tous soutiennent la paix et souhaitent poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix. Ils savent également ce que je peux apporter. Je ne fais que combler un vide. Si Riek Machar revient, je m'écarterai, si cela est susceptible de ramener la paix au Soudan du Sud. Vendredi, Machar a demandé la révocation de Deng Gai du mouvement de libération du Soudan du Sud, l'accusant d'avoir fait défection au profit du camp de Salva Kiir. Il a également demandé au président Kiir de lui retirer son poste de ministre de l'Industrie minière dans le gouvernement d'unité nationale. Le docteur Riek Machar a quitté Juba ce mois suite aux violences qui ont coûté la vie à près de 300 personnes du 8 au 11 juillet dernier. Il n'a toujours pas répondu à l'appel de Salva Kiir qui lui a demandé de revenir à Juba pour poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015. Il dit craindre pour sa vie. Selon ses proches, il a trouvé refuge dans les environs de Juba. Samedi, le président ougandais Yoweri Museveni s'est entretenu à Entebbe avec son homologue sud-soudanais. Au centre de leurs échanges, les questions de développement dans la sous-région ainsi que les tensions politiques au Soudan du Sud. Voilà. Qu'est-ce qui explique cette nomination de Taban Deng comme vice-président? Je pense qu'il s'agit simplement d'un appel qui a été lancé par Salva Kiir demandant à Riek Machar de regagner la présidence, de regagner la capitale Juba afin qu'on puisse poursuivre les deux parties prenantes la mise sur pied de l'accord de paix signé en 2015. Et donc, Riek Machar n'a pas répondu à l'appel lancé par le président Salva Kiir et donc Salva Kiir a donc décidé de nommer un vice-président. Il convient de préciser que ce vice-président qui est nommé était membre de l'ex-rébellion qui est aujourd'hui pilotée par Riek Machar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins deux choses. Premièrement, la rébellion est divisée à travers sa nomination déjà. Cela traduit une division. Deuxièmement, Salva Kiir essaie un peu le temps, je ne sais pas moi, d'une nomination ou de quelques temps, si vous voulez, de repousser, d'écraser, de réduire, d'écarter encore un peu son rival, son premier rival, son rival frontal, qui est Riek Machar. Mais de ce côté, on nous a fait savoir que cette nomination, elle est temporaire, intérimaire même, le temps pour Riek Machar de retourner à Juba. Non, je ne pense pas que la nomination soit temporaire. On peut peut-être estimer qu'il s'agit de nommer celui-ci pour inciter Riek Machar à regagner plus facilement Juba. Mais je pense que non, puisque le président a demandé à Riek Machar de rejoindre Juba. Riek Machar ne l'a pas fait. Il a exprimé
Pourquoi? Il a expliqué en disant que toutes les conditions ne sont pas réunies pour son retour à Juba. Pourquoi? Parce que, vous savez, les combats qui ont opposé les forces de Riek Machar à celles de Salva Kiir du 8 au 11 juillet ont été beaucoup plus fatales, ces combats-là, pour le camp de Riek Machar qui a beaucoup perdu. Donc il s'est agi d'une opposition de force au terme de laquelle c'est plutôt Riek Machar qui a perdu. Et donc, on a évalué les forces et c'est la raison pour laquelle, après cette défaite, entre guillemets, Riek Machar est parti de la capitale. Il s'agit pour lui de reconquérir, de retravailler son dispositif à l'effet de revenir à la capitale, étant capable de tenir tête notamment à Salva Kiir. Or, aujourd'hui, il se trouve qu'après ces combats-là, Riek Machar n'est plus capable aujourd'hui d'affronter le président Salva Kiir sur le plan... Juste là, ça confirme donc, le départ de Machar confirme, de Juba confirme son implication dans ces attaques du début du mois de juillet. Je ne pense pas. Je pense que on a exprimé ici que aujourd'hui on n'est plus convaincu de ce que Salva Kiir ou Riek Machar maîtrisent véritablement leurs troupes. On a dit qu'ils avaient des généraux, deux généraux qui vraiment ne s'entendaient pas. Donc il s'est agi peut-être à ce moment-là d'une bataille par personne interposée. Donc, vous avez un général, j'ai le mien, et puis ces deux généraux ne s'entendent pas. Donc, ils ont essayé de régler leur compte en réalité. Donc, il n'est pas... beaucoup de gens aujourd'hui s'interrogent sur la capacité notamment de Riek Machar à maîtriser ses hommes. Et cela s'est traduit par le nouveau vice-président qui a été nommé, puisqu'il est un dissident. Enfin, il fait partie de l'ex-rébellion, mais qui a voulu, comme on l'a notifié, faire cavaler seul, se liguer contre Riek Machar. D'ailleurs, vous savez qu'Riek Machar a demandé à celui-là, notamment, de ne pas accepter le poste, comme quoi il est en train de faire cavalier seul, il s'agit d'une vengeance. Et le nouveau vice-président a rappelé que la rébellion ne se résume pas à la personne ou à la personnalité de Riek Machar. C'est vrai que chacun veut jouer sa carte. Et je pense que c'est au profit de Salva Kiir aujourd'hui qui est parvenu à diviser la rébellion. Maintenant, est-ce que cette division va apaiser les tensions? Je ne pense pas que Riek Machar puisse s'arrêter, puisse se confiner, puisse constater et puis rebrousser chemin. Donc, les jours à venir ne seront peut-être pas gais, mais il est une chose qui est à notifier, c'est que Salva Kiir, à travers cela, a au moins montré aux yeux de la communauté internationale que ce n'est plus lui aujourd'hui qui crée problème, il s'agit plutôt de Riek Machar. Et au détriment peut-être de travailler pour la paix comme il a annoncé, il est plutôt rentré dans une bataille tactique et technique pour fragiliser davantage Riek Machar et montrer aux yeux du monde que c'est Riek Machar le mauvais pion. Justement, quel est désormais l'avenir de cet accord de paix signé en août 2015, censé mettre un terme à une guerre civile dévastatrice déclenchée en décembre 2013? D'après ce qui se passe, c'est justement dans la continuité de la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2015 que Salva Kiir a estimé qu'on ne pouvait pas laisser vacant le poste de vice-président, raison pour laquelle il a tendu la main à quelqu'un qui émane également de la rébellion pour venir notamment pour qu'ils puissent ensemble mettre en application l'accord de paix signé. On a envie de dire que la paix, c'est pas pour demain. Pour bientôt, franchement, oui. Et pourtant, en Somalie plutôt, au moins 13 personnes ont été tuées mardi près de l'aéroport de Mogadiscio dans un double attentat suicide à la voiture piégée revendiqué par les Chebab. Au moins 9 morts, une quinzaine de blessés, des otages. C'est le bilan encore provisoire de l'attaque qui se déroulait dans l'après-midi dans la capitale somalienne. La cible, un hôtel de Mogadiscio, attaqué à l'explosif et à l'arme automatique, un mode opératoire utilisé par les Chebab. Le Nassa à Blood est fréquenté par des hommes politiques et des membres de la diaspora somalienne. Les insurgés islamistes ces derniers mois ont multiplié les attaques contre ces établissements en vue. Avec toujours le même scénario, une voiture piégée qui explose à l'entrée, puis un commando qui sème la mort à l'intérieur.
Quelle explication peut-on donner à cette permanente capacité de nuisance du groupe affilié Al-Qaïda au cœur de la capitale somalienne? Je pense que le groupe, les Chebab, veut simplement montrer qu'il faut toujours compter avec eux et que malgré la présence de la MISOM sur le territoire somalien, ce groupe affilié à Al-Qaïda conserve toujours une capacité de nuisance considérable. On sait très bien que depuis 2007, la MISOM, la force de la mission des Nations Unies en Somalie, a érigé des bureaux à une grande base, notamment près de l'aéroport de Mogadiscio, en Somalie, pour notamment lutter contre les Chebab. Il s'avère que le travail est positif. On a donc éliminé une bonne partie des Chebab depuis 2013. Ils ne sont plus très présents. Leurs bastions ont été aujourd'hui occupés, mais ces Chebab contrôlent encore quelques zones importantes et surtout privilégiées, à partir desquelles notamment ils mènent des frappes contre la MISOM, contre les populations civiles, raison pour faire comprendre aux uns et aux autres qu'ils sont toujours là, les Chebab, et qu'ils peuvent nuire comme ils le font là, 13 morts par-ci par-là dans les hôtels. Et ils ont un mode opératoire qui est quoi? Une voiture qui vient, qui explose, et puis après vous avez un commando armé qui entre en action et commence à travailler pour faire le plus de victimes possible. Et jusqu'à présent, ça marche. Pourquoi? Parce que vous avez des décès. Aujourd'hui, un mois après, il y a 11 morts, et puis il se calme un peu. La MISOM réagit, et puis 2 semaines, 3 semaines plus tard, vous avez 12 morts, 13 morts. Donc finalement, on n'arrive pas... Pour l'essentiel, on a réduit la capacité de nuire du groupe Chebab, mais on ne l'a pas éradiqué. Ça veut dire qu'ils sont refroidis, mais ils sont toujours là, et l'attaque perpétrée récemment démontre encore leur capacité de nuisance. Alors, le mode opératoire est bien connu, tel que vous le détaillez tout à l'heure. Finalement, la MISOM et les forces de défense somaliennes sont incapables de contrer ou alors d'anticiper sur les attaques Chebab? Je pense qu'il est difficile d'anticiper. On pourrait aussi estimer que le gouvernement camerounais, le gouvernement nigérian, les pays du bassin de Grand Lac sont aussi incapables d'anticiper sur les frappes de Boko Haram. Mais non, il s'agit des frappes lâches. Là, le mode opératoire est connu. Une voiture piégée et qui explose, et puis il y a un commando. À chaque fois, c'est la même chose. Hein. Mais comment est-ce qu'on fera pour savoir que cette voiture-ci est piégée? Un manque de contrôle. Mais comment? Justement, il faudrait que ce soit filtré, les entrées. Peut-être cette zone est bien sécurisée, hein, on nous l'a fait savoir. Non, je pense que... la zone cible des attaques est bien sécurisée. Je pense qu'il faut comprendre quelque chose. Les Chebab affiliés à Al-Qaïda, ce sont aussi des gens intelligents. Alors qu'il y en a qui infiltrent les populations civiles. Il y en a qui, pour mener une frappe, préparent le terrain. On peut préparer une frappe pendant un mois. Il y a un monsieur qui vient, qui habite avec vous 2 semaines, 3 semaines, vous le prenez déjà comme votre voisin, comme votre ami, comme votre frère. Il vit au sein de la population civile. Celui-là, par exemple, qui est censé poser une bombe ou faire ci ou faire ça, et donne suffisamment de renseignements. Il s'agit d'une question de renseignement. Et vous savez aussi qu'en Somalie, il n'y a pas suffisamment, de renseignements, comme si on était, je sais pas moi, aux États-Unis, ou on était en France, ou alors en Angleterre, au Royaume-Uni. Je pense simplement qu'il faut renforcer comme le fait. Il y a quand même 22 000 hommes, les forces de la MISOM du côté de la Somalie, mais on n'arrive toujours pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des coups montés à l'intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas de fuite? Des complicités internes, ça ne manque jamais. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà encore un fait majeur qui amène à revoir un ensemble de choses pour véritablement éradiquer les Chebab en Somalie. Restons en Somalie pour aller maintenant savoir en quoi cette nouvelle attaque peut-elle perturber le processus électoral d'ailleurs imminent. Justement, ça peut perturber. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, je pense que le délai est donné pour le mois d'août, hein, pour qu'on puisse élire de nouveaux sénateurs, députés et même un nouveau président. Alors, à partir du moment où il y a cela, dans une sorte d'insécurité, il n'est pas aussi aisé d'arriver à ce genre de processus, un vote, une élection, quand les populations ne sont pas rassurées. Comment est-ce qu'elles vont aller voter? C'est difficile. Alors qu'on sait très bien que le pays est déjà en train de sortir de cette crise-là à travers une élection qui est préparée et annoncée depuis de longue date. Le sport intéresse aussi international avec le nouveau président de la Fédération internationale de football FIFA, Gianni Infantino, qui espère voir le nombre de pays participant à une Coupe du Monde passer de 32 à 40 à partir du Mondial 2026. Alors, Ghislain,
que gagne l'Afrique, sinon son football, dans cette projection de voir le mondial passer de 32 à 40 équipes? Premièrement, je pense que l'Afrique peut gagner au moins 2 places. Dans les dires de Gianni Infantino, on le sait très bien, lorsqu'il était en campagne, il avait dit qu'il se sentait comme le candidat de l'Afrique. Eh bien, étant au Nigeria, en visite, il a saisi là-bas le bon pour un peu vous dire, je vous ai fait une promesse, eh bien, je n'ai pas oublié, je travaille pour la tenir. Il exprime qu'il va discuter avec le conseil, je pense, de la FIFA, parce qu'il aimerait que pour à partir de 2026, que la Coupe du Monde se joue avec 40 pays et non pas 32 comme aujourd'hui. Et dans ces 8 places supplémentaires, il estime que l'Afrique aura au moins 2 places, c'est-à-dire que l'Afrique partira de 5 à 7 places. C'est intéressant. Et quand cela est porté par la voie la plus autorisée de la Fédération internationale de football et l'association, on ne peut être que ravi pour le continent africain aujourd'hui. Donc l'Afrique estime qu'aujourd'hui, elle n'est pas lésée. Il y a au moins un candidat qui a promis, qui, après être élu 6 mois après, pense au moins à une promesse tenue du côté de l'Afrique. On sait également qu'il s'est agi d'un cheval de bataille qui a été lourdement et longuement porté par le président de la CAF, Issa Hayatou, mais en vain, qui n'a pas pu influencer la FIFA pour qu'on puisse arriver à plus de 5 pays. Vous me direz peut-être que la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, il y a eu 6 pays, mais simplement parce que l'Afrique du Sud organisait la compétition. Et après 2010-2014, l'Afrique est revenue à 5 pays. Et qu'est-ce qui empêche à l'Afrique de porter l'Afrique d'être à 10 équipes? C'est quand même la FIFA a des gros moyens aussi. Et le football africain qui en est évolution. Mais effectivement, mais il n'y a pas que la CAF, le continent africain, il y a aussi l'Asie qui dira, bon, nous aussi on veut plus. Il y aura l'Amérique du Sud qui dira, nous on veut aussi plus. Tout le monde dira, nous on veut plus. Je pense que ça concerne beaucoup plus. L'Europe est éliminée. Je pense que l'Europe ne doit pas demander beaucoup. L'Europe est déjà pouvoir déjà suffisamment. C'est les autres continents qui aujourd'hui se sentent un peu lésés et qui aimeraient avoir d'autres pays. Imaginez une Coupe du Monde avec l'Afrique qui a 7 pays, c'est intéressant. Et si un pays africain venait organiser, l'Afrique aurait 8 pays pour une compétition. Je pense que c'est bien pour Gianni Infantino. Et une chose aussi intéressante, c'est le fait qu'il ait choisi comme secrétaire une Africaine, une Sénégalaise qui porte ce projet-là. Et on peut comprendre logiquement qu'ils disent qu'il se sentait comme le candidat africain. Et donc il estime que la FIFA, c'est l'Afrique qui a gagné. Mais je pense que c'est encore un combat à mener, hein, parce que c'est jusqu'en 2006, on saura, je crois, en novembre 2016, si c'est possible qu'on aille de 32 à 40 pays pour les mondiaux à venir, à partir de 2026. Moi, je serais un peu chauvin. 10 ans nous séparent de 2026. Pourquoi pas confirmer ces 2 places qu'Infantino fait miroiter à l'Afrique en 2022? Simplement parce que les Coupes du Monde 2018 et 2022 ont déjà été arrêtées pour tout le dispositif. C'est-à-dire que tout est calé, arrêté déjà. On ne peut pas revenir dessus. Donc lui, en tant que président de la FIFA, ne peut suggérer cela que pour 2026. Et je tiens à préciser que 2026, d'ailleurs, tout va aussi être calé, je crois, en 2016. Et puis, je crois, en mai 2020, je crois qu'on saura tout de tout cela. Alors, le continent aura-t-il plus de chances dans ce contexte de mondial à 40 de gagner la Coupe du Monde de football? Je vais être pessimiste. Je ne pense pas Et pourquoi? Je ne pense pas que le fait de mettre... Avec un football qui en est évolution? Non, je pense que ça va travailler, ça va pousser les équipes africaines à se surpasser, à travailler suffisamment, à être davantage professionnelles, à être davantage compétitifs, à mettre les moyens. Maintenant, est-ce que ça va accroître les chances des pays africains de remporter la Coupe du Monde? Théoriquement, c'est vrai, mais sur le plan pratique, je pense que l'Afrique a encore beaucoup à faire. Nous allons garder espoir en espérant que les 2 places qui seront ajoutées à l'Afrique en 2026 vont amener le continent à porter haut le trophée de la Coupe du Monde. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition. Merci Ghislain d'avoir accepté l'invitation d'International. Au plaisir. Et à vous, chers téléspectateurs, gardez la main et restez sur Canal 24. Nos programmes se poursuivent.